Ok. C'est bon, il est 11 heures. J'admets tout le monde. Hop. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire autour de l'intelligence artificielle, un sujet prédominant en ce moment, l'intelligence artificielle dans les entreprises. La Fondation USMB est heureuse de vous accueillir ici. En deux mots, la Fondation, c'est une structure qui a pour objet le soutien de 18 laboratoires de recherche à l'Université Savoie-Mont-Blanc. On regroupe les collectivités, les chercheurs et les entreprises autour de projets structurants. Et nos activités sont organisées principalement autour de trois axes stratégiques, dont l'innovation organisationnelle, dans laquelle on peut retrouver toutes les questions du numérique et technologique. Et dans ce cadre-là, la Fondation a accompagné le laboratoire de physique des particules de l'université et l'équipe IDEFIX à la structuration d'une plateforme et de l'offre de la plateforme IDEFIX. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs intervenants. Thomas Vuillaume du laboratoire du LAP de l'Université Savoie-Mont-Blanc qui fera le fil conducteur de notre webinaire. Sandra Cheriti et Gilles Chemontet de l'entreprise ADTP que vous connaissez sûrement et Colin Bernet de l'entreprise Synapse qui a collaboré avec eux. Pour ma part, je suis Sandra Pain-Amoureau, je suis coordinatrice du portefeuille de chaires partenariales de la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Quelques petites précisions techniques. Ce webinaire se terminera à midi. On va tenir le timing. Il est enregistré et vous pourrez retrouver un replay sur le site internet de la Fondation. Je vous enverrai un lien et le support de présentation à la suite de ce webinaire. Et puis, dans un souci de fluidité, je vous inviterai à couper vos micros et vos caméras pour ceux qui ne prennent pas la parole. Et puis, un temps d'échange sera prévu d'ici 45 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou alors, en fonction du nombre de personnes, si on vous y invite à ouvrir votre micro pour poser vos questions directement aux intervenants. Voilà, eh ben, écoutez, maintenant il ne nous reste plus qu'à démarrer. Thomas, je te laisse la parole pour expliquer ce qu'est IDEFIX. Merci. Bonjour tout le monde. Donc Thomas Vuillaume, je représente donc la plateforme IDEFIX. Donc je vais vous présenter rapidement. Donc le projet IDEFIX, c'est un projet qui est porté par le LAP et l'ISTIC, donc deux laboratoires de l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui a reçu des financements de la région Rhône-Alpes et de l'Union européenne. Et le but du projet IDEFIX, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique pour analyser leurs données et utiliser l'IA. Donc pour ça, on se base sur la plateforme de calcul MUST, donc une grosse plateforme de calcul qui est notamment utilisée pour tous les calculs scientifiques pour le CERN et pour d'autres expériences scientifiques du lab et d'autres laboratoires. Et donc, il dispose d'une grosse puissance de calcul qui est nécessaire, par exemple, pour l'IA. Et on fait également donc, de l'accompagnement et de la transmission de connaissances. Donc, pour vous accompagner et accompagner les entreprises, on a différentes offres, différentes possibilités. On peut faire du conseil en faisant du transfert de compétences, analyser les données. On peut faire également des accompagnements ad hoc, donc pour mettre en place une preuve de concept quand une entreprise a éventuellement une idée ou veut démontrer le fonctionnement sur une problématique IA. Donc là, on va faire du transfert de compétences, on va voir quels outils peuvent être utilisés pour cette problématique, quel modèle, quelle technologie on peut mettre en place, éventuellement optimiser ce modèle. Et puis pour tout ça, on va pouvoir utiliser justement la puissance de calcul de MUST. On peut aller plus loin, notamment quand il y a une équipe dans l'entreprise qui est capable
de mener un projet à bien. Donc là, on va pouvoir faire de la validation scientifique en s'appuyant sur les experts du LAP et du STIC. Donc, il y a différentes compétences qui peuvent venir aider. On peut notamment faire de l'encadrement avec des thèses, thèses-cifres. Et là encore, on va utiliser toute la puissance de Must et faire du transfert de compétences. Et puis, on fait aussi de la diffusion de la connaissance, notamment avec des séminaires et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et puis, on participe également à des événements. Par exemple, le dernier, Ubinov, où on a participé, on a parlé de l'impact de l'IA dans la société et dans les entreprises. Donc, un petit slide avec tous nos partenaires. Et puis, on a plusieurs projets, certains qui sont terminés et d'autres qui sont encore en cours. Donc, dans les projets terminés, on peut citer Heliocity, donc où on a travaillé sur l'optimisation de performance de panneaux solaires. Skiply, où on a travaillé sur la maintenance prédictive pour des boîtiers connectés. Et puis, ADTP, qui va être présenté tout de suite. Donc, je vais passer la parole immédiatement à Sandra pour la présentation d'ADTP. Bonjour à tous. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du projet et de sa genèse, je vais rappeler rapidement qui on est. Donc ADTP, on se présente comme la fusion entre l'économie solidaire et la performance industrielle, puisque on est une entreprise à statut associatif qui repose sur deux jambes, et les deux jambes sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est vraiment les deux en même temps. Donc d'un côté, on a effectivement ce statut associatif, loi 1901. On a été créé en 1957 par SNR, bien connu dans le département, avec pour mission de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Concrètement, on est un consortium d'ESAT, donc établissement social d'aide par le travail, et d'EA, d'entreprises adaptées. En termes de métier, on est sous-traitant industriel comme n'importe quelle entreprise ordinaire. Nos sites sont certifiés ISO et on s'inscrit dans une logique d'entreprise apprenante en participant notamment à des programmes régionaux autour de l'innovation, de la performance industrielle, et on cherche continuellement à innover, à s'améliorer, à progresser. On a eu notamment des gros chantiers autour du Lean Manufacturing, Lean Management les années passées, comme n'importe quelle entreprise. On dépend de 3 tutelles, le département, l'ARS pour nos ESAT et la DDETS pour nos entreprises adaptées. En termes de chiffres clés, donc l'année dernière, on a un chiffre d'affaires autour de 12,5 millions d'euros, auquel il faut ajouter toutes les subventions. Concrètement, on gère un budget autour de 20 millions. On est 629 personnes, avec 71% de personnes en situation de handicap dans nos EA et 258 travailleurs d'ESAT sur nos différents sites. On investit, comme toute entreprise. L'année dernière, on a eu des gros budgets d'investissement, donc autour de 1,6 million d'euros, principalement sur notre site électronique situé à Ville-Lagrand. Et en termes de secteur d'activité, comme vous pouvez voir, la liste est assez longue. Ça veut concrètement dire qu'on n'a aucun secteur d'activité privilégié. On est en sous-traitance industrielle et on peut intervenir sur quasiment tous les domaines puisqu'on est relativement bas dans la chaîne de valeur. Donc on fait de l'auto, de l'aéro, on voit la liste de nos clients, hein. On a la chance de pouvoir accompagner de jolis noms de la Haute-Savoie. Alors jolis noms par la taille ou par la portée, puisque Paccard est une toute petite PME, mais qui a un rayonnement international et qui est mondialement connu pour la qualité de ses cloches. Bien sûr, la plupart de nos clients sont au Savoyard, mais pas que, puisqu'on sert aussi des Lyonnais et des Parisiens à travers la SNCF, par exemple. Nous sommes 100% au Savoyard, avec des sites sur Annecy, Cluses et Ville-Lagrand, et avec divers métiers, donc bien sûr du conditionnement, de l'assemblage simple, comme la plupart de nos confrères ESAT. Et on a la particularité d'avoir fait le choix de la technicité,
avec une usine d'électronique et la capacité notamment sur Annecy à accompagner des projets d'industrialisation et d'assemblage complexes. On a une équipe bureau d'études, bureau des méthodes sur Annecy capable de prendre des projets un peu tordus et un peu complexes sur de l'assemblage avec notamment une expertise forte en collage. Donc, pourquoi un poste intelligent chez ADTP? Gilles, je vais te laisser la parole. Euh, une des activités de la DTP, c'est de mettre en sachet des pièces mécaniques à faible valeur ajoutée. Et donc, c'est une des activités parmi tant d'autres, comme Sandra, c'est quand même assez vaste. Et dans cette activité, l'important, c'est d'avoir une bonne conformité du sachet. Tous ceux qui ont monté un meuble en kit à qui manquait une vis ont eu cette angoisse. Donc, la solution historique qui était actuellement mise en place, c'était un autocontrôle de l'opérateur, une balance, mais avec une forte dispersion du poids des pièces, donc c'était pas toujours terrible, plus encore un contrôleur derrière pour arriver à des résultats qui étaient loin d'être à 100%. Donc, on a défini un besoin qui était de garantir la conformité du sachet à moindre coût, d'améliorer les conditions de travail et de permettre la montée en compétence des opérateurs. Donc voilà, ce besoin était confié au bureau d'études et pour cela, le bureau d'études, il a planché un peu sur le sujet pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a fait des analyses préliminaires, on a fait de la veille technologique, on a regardé un peu tout ce qui se faisait. Et donc, pour arriver à une solution qui était d'insérer, alors ça doit être la slide suivante, je ne sais plus. Ah non, il m'en manque une alors. Ah, pardon. Voilà. Donc, c'était le contrôle non invasif et en temps réel des pièces par l'intelligence artificielle. Donc là, c'était la solution qu'on avait élaborée. La problématique, c'est qu'on n'avait pas toutes les compétences en interne pour développer ce sujet. C'est pour ça qu'on s'est raccroché au projet IDEFIS, dont on avait entendu parler par nos liens avec la recherche. Donc, ça doit être sur la slide suivante. Voilà, donc là on rappelle la veille technologique. Donc sur la slide suivante, on va passer sur le projet IDEFIX. Donc ce projet a déjà été présenté, mais pour nous, qu'est-ce qu'il nous a apporté? C'est d'abord, on a contractualisé pour avoir du manpower, c'est-à-dire un ingénieur du lab dédié, avec une grande flexibilité sur comment on pouvait travailler et un accès à la plateforme de calcul Mousse. Avec ces deux, donc cet ingénieur a permis de valider les choix technologiques. Il nous a aidé à résoudre des problèmes techniques. À la fois, lui travaillait, mais nous aussi, on travaillait de notre côté. Il y avait des échanges. Chaque semaine, on faisait un point en avançant. Donc, ça a permis de monter en compétences, des compétences qu'on n'avait pas, et d'optimiser la solution. Et donc là, on s'est quand même aperçu c'est que l'IA, ça repose essentiellement sur une base de données et un apprentissage permanent. Ça, il faut toujours le retenir pour pouvoir progresser. Donc, slide suivante. Ce qu'on a fait à partir de là, c'est qu'on a développé un POC. Un POC qu'on a mis en place sur le site de Ville-Lagrand, donc l'atelier du Forum. Et donc, on a développé, alors là, la vue, on voit peut-être pas tout. Donc, il y a une caméra, il y a une caméra qui suit le travail de l'opérateur. L'opérateur pose ses pièces sur une zone réservée, puisqu'il faut qu'elle soit dans le champ de la caméra. Il a un ordinateur avec un écran, comme on voit ici, et qui lui permet de suivre le contenu du sachet. Avec ici, on voit rouge, ça veut dire qu'il en a mis une de trop, donc il peut l'enlever. Donc, ça donne une autre façon de travailler, une garantie à l'opérateur d'être aidé et d'être moins stressé. Et puis, justement, d'aller vers des tâches peut-être plus complexes parce qu'avec des pièces, avec d'autres tâches, donc une montée en compétences pour l'opérateur. Donc, voilà ce à quoi nous a amené cette association avec IDEFIX, un POC. Et donc, par la suite, si on va à la slide suivante, cette première démarche nous a permis de participer à des projets européens, ce que n'avait jamais fait la DTP jusqu'à présent, d'amener notre savoir-faire sur ce qu'on avait fait,
de collaborer donc sur le projet CMT for All, et qui permet de mettre des technologies au service des personnes en situation de handicap. Donc, on était tout à fait dans notre domaine. Donc, nous, on avait l'intelligence artificielle, la vision, l'interface homme-machine. D'autres partenaires avaient de la réalité augmentée, des cobots. Donc, toutes ces briques nous ont permis d'avoir de pouvoir avoir une vision sur l'évolution de notre poste. Tout n'est pas encore en cours, mais enfin, on a des choses dans les cartons pour modifier et améliorer notre projet. Donc, par la suite, si on passe à la slide suivante, on a cherché à industrialiser notre système. Et donc, pour industrialiser notre système, on avait des opérations qui étaient quand même assez manuelles. Pour créer notre base de données, c'était un petit peu long. Et c'est là qu'on a contacté Synapse, qui nous a aidés dans ce développement de notre base de données pour pouvoir travailler plus vite et dans de meilleures conditions. Donc, je vais laisser la parole à Colin pour pouvoir continuer sur le sujet. Merci beaucoup, Gilles. Tu peux passer au slide suivant, Thomas, s'il te plaît. Donc, Synapse, c'est une entreprise qui fournit des solutions en data et intelligence artificielle clés en main aux autres entreprises. Donc, nous, on veut vraiment permettre aux PME et ETI françaises d'intégrer l'intelligence artificielle pour trouver des nouveaux business models, pour pouvoir améliorer leur processus interne. Et en fait, Synapse, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Faisal. Donc lui, Faisal, il vient de l'industrie, c'est un ingénieur industriel, il a travaillé notamment dans des groupes automobiles tels que Renault, le groupe Trèves. C'est un expert en lean management, il a pris tout un tas de rôles de direction, directeur de business unit, direction des achats, direction de l'innovation. Et donc lui, vraiment, son dada, c'est l'innovation. Et dans ce cadre-là, il avait monté une entreprise avant Synapse qui faisait de l'accompagnement en innovation pour des entreprises, quelles qu'elles soient, des PME ou grands groupes, dont un très grand groupe d'électronique à Grenoble. Donc, il fait du management de l'innovation. Et il s'est rendu compte au cours de son parcours que la data IA, c'était quelque chose qui était de plus en plus important dans l'entreprise, et il y a déjà une dizaine d'années. Moi-même, je ne suis pas entrepreneur de formation, je suis physicien des particules. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans sur une expérience du CERN qui s'appelle CMS, donc c'est une grosse expérience de physique des particules. Le LAP dont on a parlé tout à l'heure est impliqué sur Atlas, qui est l'expérience concurrente au CERN, avec évidemment beaucoup de collaboration entre ces deux expériences. Donc moi, pour un physicien, je me suis toujours focalisé sur tout ce qui est traitement de données massives, statistiques avancées, machine learning. Je faisais du machine learning dès le début des années 2000. Et pareil, aux alentours des années 2010, je me suis dit que j'avais envie de changer un petit peu, après la découverte du boson de Higgs notamment, et d'aller apporter mes compétences aux entreprises. Et donc, je cherchais une façon de faire ça, et c'est notre rencontre avec Faisal qui a permis de créer Synapse, qui est vraiment la rencontre entre le business et la science. Aujourd'hui, sur le slide suivant, donc ça c'est une photo de l'équipe qui a été prise au printemps dernier. Donc là, on était, je crois, 13, on est bientôt 20. Et donc, vous avez notamment sur cette photo deux personnes qui ont contribué au projet. Donc, Quentin et Arthur, je ne peux pas vous les désigner, mais ils sont là. Ils ont travaillé avec moi sur le projet ADTP en compagnie de Gilles, de Sully qui sont là aussi, et de Sandra. Donc, notre méthode dans Synapse, en fait, il y a 3 grandes étapes. Dans la première étape, on fait un diagnostic data IA de BPI France. Donc, on est accrédité par BPI France pour faire ce type de diagnostic. Je vous en parlerai un petit peu plus par la suite. Donc, l'idée du diagnostic, c'est vraiment d'identifier des projets à haute valeur ajoutée dans l'entreprise et de voir ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle, et surtout de ne pas faire de l'intelligence artificielle pour rien. Ce qui est important, c'est d'apporter l'intelligence artificielle quand c'est nécessaire et quand c'est adapté, quand ça apporte beaucoup de valeur ajoutée.
Donc l'idée de ce diagnostic, c'est de trouver ces projets-là. Ensuite, on a une phase où on va faire une preuve de concept. Donc la preuve de concept, ça permet de tester des solutions, de voir dans quelle mesure elles marchent, d'identifier des problèmes, de les résoudre. Et ensuite, on passe à l'industrialisation et on construit les solutions et on les héberge sur le cloud pour nos clients. Donc pour ADTP, on a commencé par un Diag Data IA de BPI France et ensuite on a lancé une preuve de concept qui était subventionnée à 50% par l'ENE. Le diagnostic à l'époque était également subventionné à 50% par BPI France. Donc pour nous, le projet ADTP, c'était vraiment super, hein. Déjà, c'est un projet qui est extrêmement intéressant. Nous, on souhaite se focaliser sur des projets à impact positif. Donc le fait de pouvoir aider des personnes en situation de handicap, de travailler avec un ESAT, c'est quelque chose qui pour nous était très important. Donc vraiment, je remercie ADTP de nous avoir donné l'opportunité d'intervenir sur ce projet-là. Sur le slide suivant, je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans la technique, mais en restant, je l'espère, didactique. Donc, la détection d'objets avec de l'IA, c'est un sujet qui est finalement assez compliqué, comme l'a dit Gilles tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, quand on a une photo comme ça ou une vidéo, qui finalement, une vidéo, c'est une série de photos hein, qu'on peut traiter les unes après les autres, qu'on va appeler aussi des frames en anglais. Et donc, on veut sur chaque photo pouvoir dessiner une petite boîte automatiquement qui va nous dire quel est le contour d'un objet donné sur la photo et nous dire également quel est le type d'objet qui est dans ce contour. Donc, vous voyez ici le résultat du traitement deep learning de cette photo qui contient des... Donc ça résulte, ça c'est les pièces hein, qu'on a pu voir dans les bacs qui ont été présentés par Gilles tout à l'heure. Et on voit que chaque pièce est identifiée, et puis on peut donc identifier et compter le pièce pour chaque type, ce qui permet de construire l'application qui a été montrée par Gilles tout à l'heure, qui a été conçue par Sully. Donc, si on passe au slide suivant, comme disait Gilles tout à l'heure, pour faire ce genre de choses, en fait, c'est très compliqué. Vous allez devoir prendre un très grand nombre de photos, donc on parle ici de milliers de photos. Donc, vous avez ici un tel exemple de photos. On va poser les pièces sur un tapis dans les conditions les plus proches possibles de celles qui seront au moment qui sont sur le poste quand on l'utilisera. Et une fois qu'on a ce millier de photos, on va devoir passer sur toutes les photos et à la main, aller dessiner la petite boîte. Donc on a pour chaque photo dessiné toutes les petites boîtes et on va dire cette boîte, elle correspond à un grand écrou, cette boîte correspond à une vis, cette boîte correspond à une pièce plastique. Donc vous voyez, c'est un travail vraiment de grande ampleur. C'est extrêmement compliqué. C'est le point 2 que j'ai marqué sur la droite. Donc des mois de travail pour changer de sachet, c'est-à-dire changer de production. Vous produisiez un certain sachet avec un certain type de pièce, vous voulez maintenant produire un autre sachet pour un autre client, et ben, il faut que vous alliez entraîner votre modèle deep learning à détecter les nouvelles pièces. Le deuxième défi, c'est que Idefix, avec la plateforme Must, a fourni à ADTP des GPU, des cartes graphiques, pour pouvoir entraîner le modèle de deep learning. Et donc ça, c'était vraiment une opportunité, une très bonne opportunité pour Idefix, hein, parce que ces cartes qui sont utilisées pour entraîner ces modèles de deep learning, ça coûte très cher. Mais lorsqu'on veut mettre le système en production, bah, les GPU Idefix, ils sont là pour faire de la R&D et pas pour aller commercialiser un produit. Donc on ne peut plus utiliser les GPU Idefix lorsqu'on veut commercialiser. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, j'en ai parlé. Et le troisième défi, c'était d'améliorer les performances de détection, notamment pour des problèmes de rotation de pièces. Une vis, quand elle est tournée comme ça ou comme ça, bah ça peut ne pas être la même chose, mais en fait, c'est la même chose. Il y a des problématiques d'éclairage. Si l'éclairage est un petit peu différent, on va avoir des résultats qui peuvent être dégradés. Donc, on a aussi travaillé sur ce genre de choses. On a pu avancer un petit peu là-dessus, même si on n'a pas terminé le travail. Sur le slide suivant, je vais commencer à vous expliquer comment on a fait pour aborder ces différents défis. Donc, le premier défi, c'était comment on se procure des GPU pour pouvoir faire des entraînements de nouveaux modèles de deep learning à chaque fois qu'on a un nouveau sachet, à chaque fois qu'on veut changer de production. La première solution consiste à acheter une grosse machine qui contient 4 GPU qu'on peut voir sur la gauche. Donc ça, c'est un serveur qui est vendu par NVIDIA, qui fournit des GPU, des cartes graphiques. Et ça peut coûter dans les 50 000 $, voire plus. Hein, ça va dépendre des coûts, des taux du marché pour tous ces GPU. C'est extrêmement cher. Il y en a même qui coûtent dans les 250 000 €.
Donc là, notre idée, ça a été de ne pas proposer l'achat d'un serveur parce que finalement, on va utiliser ces GPU que de temps en temps, que quand on veut changer de production, quand on veut changer de sachet. Donc, peut-être toutes les quelques semaines, peut-être tous les mois. Enfin, ça peut dépendre du nombre de postes et du nombre de clients. Mais on n'a pas besoin du serveur tout le temps. Et donc, on a montré qu'en utilisant des ressources louées sur le cloud, donc sur le cloud, sur les grands clouds tels que AWS, GCP ou Azure, on peut trouver des GPU et on peut les louer à l'heure. Donc, on a besoin d'un certain nombre de GPU puissants pour faire l'entraînement. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé 4 GPU puissants pendant 1 heure. Et ça nous a permis de faire un entraînement pour 15 $ seulement. Donc en fait, on peut comme ça avoir un modèle économique qui est viable grâce à la location des ressources sur le cloud. Donc là, on a besoin de ces GPU, encore une fois, que quand on change de production. Le défi 2, c'était la nécessité de faire un très grand nombre de photos et pour chaque photo, d'aller dessiner ces petites boîtes à la main et de dire, ben voilà, cette petite boîte, c'est ci, cette petite boîte, c'est ça. Donc là, on a eu une bonne idée. C'est qu'au lieu de prendre un grand nombre de photos qui sont vraiment prises en conditions réelles, comme on a vu tout à l'heure, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste quelques photos. On va faire 3 photos. Donc, imaginons qu'on ait un sachet qui contienne des vis, des petits crochets et puis d'autres petits types de vis en bas. Là. Donc ça, c'est un exemple qu'on a fait chez nous. On a pris du petit matériel de bricolage qu'on avait chez nous. Et on s'est dit, on va simplement balancer sur une table les vis. Donc, c'est le cas du haut, là. Je balance sur la table, je prends ma photo, et ensuite, je vais utiliser un algorithme de deep learning qui va me permettre d'aller détourer les objets sur le fond. Donc, je peux même balancer ça sur une table en bois ou une toile cirée à fleurs. Je vais pouvoir aller détourer mes vis et les sortir du fond. Donc, je me retrouve avec plein de petites images de vis qui sont automatiquement extraites par une première IA. Je fais pareil pour mes autres pièces et je me retrouve avec une banque d'images de chaque pièce qui sont tournées de plein de manières différentes. Et je vais faire aussi une photo du fond que vous voyez sur la gauche. Donc le fond, ça va être le fond qui va être utilisé sur le poste de travail intelligent. Donc là, on a testé avec un fond bleu. Et ensuite, on va aléatoirement créer des photos synthétiques dans lesquelles on va aller mélanger les pièces sur la photo synthétique de façon à créer un grand nombre de photos synthétiques automatiquement. Donc vous voyez qu'en prenant que 3 photos, je peux faire un nombre infini de photos synthétiques. Et vu que c'est un programme informatique qu'on a conçu qui va poser chaque pièce sur la photo de manière aléatoire, eh ben on sait exactement quel type de pièce c'est et quel est le contour de la boîte. Donc, on n'a pas plus besoin de faire la notation de ces photos. Donc, on se retrouve à être capable de faire un nouveau sachet, non plus en quelques mois, mais en 1 heure. Donc ça, c'était un gros changement également dans le mode de fonctionnement et en direction de la mise en production du poste intelligent. On peut passer au slide suivant. Et donc là, vous avez une petite vidéo qui va montrer une vidéo. Ça, c'est une vidéo qu'on avait faite dans nos études au tout début, où on avait testé on avait fait un autre entraînement en 1 heure sur des pièces de bricolage que vous pouvez trouver chez vous. Et puis, on a testé comme ça ce modèle entraîné. Donc, vous voyez ici que le modèle fonctionne. On voit aussi que quand la main passe au-dessus des pièces, le problème, c'est que ça cache les pièces qui sont dessous. Donc, votre comptage, il va être faux parce que ça va cacher les pièces. Donc, on a aussi travaillé dans le cadre de ce projet sur un détecteur de main, donc un système qui permet de détecter qu'il y a une main qui vient au-dessus des pièces et puis d'interrompre le comptage à ce moment-là. Voilà, donc je pense que je suis à la fin de cette section et je vais donc rendre la parole à ADTP pour un retour d'expérience sur ce poste intelligent et sur les prochaines étapes. Voilà, donc on va passer à en fait une évolution du poste qui était un poste d'assemblage, parce que l'ADTP fait des sachets, mais fait aussi beaucoup d'activités d'assemblage. Donc l'assemblage, ça consiste à vérifier que la personne, elle a bien mis telle pièce, telle vis, pour que le produit qui sorte eh bien, soit bien conforme à ce qu'on attend. Donc là, on a plutôt un suivi des opérations en cours. Éventuellement, on peut ne faire qu'une photo en fin de montage, suivant si on voit tout ce qui doit être monté. Donc là, je crois que sur la séance suivante, on a une image. Voilà, donc ici, on voit un montage, et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire là, il y a le Kobo qui a été
ajouter à cette phase de montage, donc une évolution possible, puisque là on avait une pièce assez lourde et donc toute la journée pour l'opérateur. On voit ici sur la deuxième photo des suivis de choix de pièces pour pouvoir faire du montage. Et dans l'image du bas, donc on voit un produit qui s'appelle le Ski Mojo, que vous allez peut-être bientôt essayer en fonction de l'hiver qui arrive. Et on voit une caméra au-dessus, un éclairage, comme a dit Colin, il faut quand même maîtriser un peu l'éclairage parce que ça peut poser des problèmes d'ombre et donner des vues qui sont différentes de ce qui a été appris. Et donc là, sur ces pièces-là, on doit constater, vérifier que les pièces ont bien été mises sur le montage. Donc là, c'est vrai que la photo est un peu petite, mais il y a des embouts bien précis à mettre à droite, à gauche, et il faut bien qu'il y ait une pièce droite et une pièce gauche, parce qu'on a une jambe droite et une jambe gauche. Donc la caméra est là, elle vérifie que tout ça a été fait, et elle donne sur l'écran la conformité du montage. Donc ici, on a quelque chose de moins conséquent en nombre d'images. L'apprentissage est beaucoup plus soft, je dirais, beaucoup moins lourd, parce qu'on a une vue finale, pratiquement, où il faut apprendre une position droite, une position gauche, un mauvais embout, un échange entre l'embout droit et l'embout gauche. Donc on n'a que très peu de photos à prendre. Et puis, on peut valider très rapidement. Donc voilà, on a une évolution du poste d'ensachage vers un poste d'assemblage. Donc maintenant, on va passer au retour. Voilà, donc là, je vais. Donc, comme je vous disais au début, il y a un poste qui est en fonctionnement sur le site du Forum. Donc, qui est encore un peu en évolution, en bêta-test. On fait quand même encore pas mal de petits rodages, mais les opérateurs l'ont bien pris en main. Ils sont même très mécontents quand le poste a besoin d'être maintenant ou évolué parce qu'ils doivent revenir à la version de départ, c'est-à-dire le tout manuel. Donc là, je crois qu'on a atteint nos objectifs, c'est-à-dire sécuriser l'opérateur, le faire monter en compétences et puis augmenter la fiabilité des sachets. Donc voilà, il y a quelques chiffres dessous de ce manteau. Je vais te laisser la parole, Sandra. Ouais, je peux peut-être compléter. C'est le site sur lequel je suis actuellement aujourd'hui. Et effectivement, comme le disait Gilles, les gens sont contents quand ils sont affectés à ce poste-là. Ils apprécient vraiment, enfin, ils apprécient l'ergonomie. On ne doit pas parler d'efficience et de productivité en ESAT, mais il n'empêche qu'il faut quand même ne pas se cacher que le fait d'avoir mis ce moyen de contrôle qui est beaucoup plus fiable nous permet d'économiser du temps en contrôle, sur-contrôle et re-contrôle qu'on n'avait pas auparavant. Donc, malgré tout, on est plus compétitif sur ce site-là. La conformité du sachet, elle est maintenant garantie à 100%. Alors, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, hein, mais le principal client de ce site-là, c'est Schneider Electric, et c'était des sachets qui étaient destinés au montage des armoires électriques. Et donc, effectivement, c'est primordial que l'installateur, il ait toutes ses vis, tous ses boulons, tous ses composants au moment où il installe l'armoire Schneider. On ne peut pas se permettre de nuire à l'image de notre principal client sur ce site-là. Et puis, effectivement, en conclusion, enfin, la confiance en soi, sans parler de personnes en situation de handicap, si vous et moi, on était toute une demi-journée, toute une matinée ou un après-midi à mettre des pièces dans un sachet, le risque d'erreur était malgré tout important pour n'importe qui. Et en plus, nous, dans nos publics, on a des personnes qui, pour certaines, ne savent pas forcément bien compter. Donc, on rajoute de la difficulté à la difficulté. Et effectivement, la technologie, elle n'a pas été vue comme un handicap, hein, puisque c'était le thème de la matinée. Est-ce que l'IA va remplacer l'humain ou va l'aider? Mais elle est vraiment bien perçue comme une aide aux opérateurs. Et encore une fois, hein, Gilles l'a dit, je l'ai dit, ce poste est attractif pour nos travailleurs. Et ils aiment être affectés à ce poste.
Voilà. Et en plus, ils ne vont pas essayer de mettre le poste en difficulté, ils vont s'en servir de manière intelligente. Parce que si on veut mettre le poste en difficulté, on met toutes les pièces en tas, on les met les unes sur les autres pour en cacher le maximum. Et en fait, ce n'est pas productif ni pour l'opérateur ni pour la machine. Donc, il y a une synergie qui s'est créée, je dirais, entre l'opérateur et la machine pour que tout fonctionne dans le meilleur des mondes. En termes de perspective commerciale, on envisage avant tout déjà un développement interne, hein, puisque le besoin part d'un développement interne et on a développé d'abord pour nous, pour nos usines. Donc, il y a des perspectives de déploiement en interne avec 8 postes d'ensachage sur notre atelier du Foron, hein, qui a été le premier atelier sollicité. Les postes d'assemblage, donc plutôt au tuyau sur Annecy, donc c'est le modèle que vous a présenté Gilles tout à l'heure, et notre atelier, notre ESAT de Larve est également intéressé par un poste d'assemblage. On a aussi des perspectives commerciales à l'extérieur. On a commencé à présenter le poste sur différents salons ces dernières années. On est allé au CIDO, on est allé à Valence au RD3S, enfin l'ancien, je ne sais plus le nom exact du salon parce qu'il avait changé. On a rencontré des confrères ESAT, EA qui sont bien sûr intéressés en France et en Suisse par nos postes. Et on a aussi des clients industriels du monde ordinaire qui souhaiteraient travailler avec nous pour avoir des postes intelligents chez eux. Donc, comme quoi, un outil qui a été développé par un consortium d'ESAT et d'EA pour des personnes en situation de handicap peut aussi s'adapter au mode ordinaire. Et on le voudra modulaire pour pouvoir s'adapter à différentes circonstances industrielles. Ok, merci Sandra. Alors, on le voit, l'IA est complètement intégrée dans l'entreprise. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre demain? Donc, je pose la question à Colin qui va nous parler de l'IA dans le futur. Merci beaucoup. Donc, j'avais envie pour conclure ce séminaire de passer sur des cas d'usage qui ont trait au texte. Donc là, on a parlé de cas d'usage qui concernaient la vidéo, l'image, la vision. Mais l'IA, c'est pas uniquement pour la vision, c'est aussi pour le texte. Ça peut traiter des signaux sonores, ça peut traiter des données tabulaires dans des tableaux, des bases de données. Et en fait, le texte, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous le vivez actuellement avec l'arrivée de ChatGPT. On ne pouvait pas ne pas en parler aujourd'hui. Donc, je vais utiliser cette dernière section pour vous parler un peu de tout ça. Et commencer par un cas d'usage sur lequel on a travaillé avec un de nos clients, qui fait du support informatique. Donc, ce client a un grand nombre d'entreprises clientes qui elles-mêmes ont un gros nombre d'utilisateurs et une centaine de techniciens de support qui font du support à distance. Si vous avez un problème d'impression, si vous avez un problème de licence avec tel logiciel Microsoft, vous les contactez et ils vous aident à résoudre votre problème. Donc, comment on les contacte? On leur envoie un mail en disant, voilà, j'ai un problème de tel et tel type, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc là, on a utilisé un modèle deep learning, donc une intelligence artificielle qui prend du texte et qui va convertir le texte suivant son sens en un point. Et donc, vous avez ici un nuage de points qui montre chaque point, c'est une demande de support particulière. Donc, vous avez des demandes de support qui concernent les imprimantes, d'autres qui concernent des logiciels particuliers, etc., etc. Donc là, on a tout un nombre de tickets de support. Et en fait, vous voyez que les points, suivant leur sens, vont s'agglomérer en amas. Et si vous allez regarder dans le détail chacun de ces amas, vous voyez qu'ils parlent vraiment de la même chose. Par exemple, il y a un petit amas vers le bas qui va parler d'un logiciel qui s'appelle GRIMO. Il y en a un autre un petit peu vers le haut qui va parler de problèmes de Wi-Fi. Et donc, quand vous avez une nouvelle demande de support, vous pouvez la faire passer dans cette moulinette et obtenir cette étoile que j'ai dessinée en jaune sur la droite. Donc ça, c'est une nouvelle demande de support. Donc imaginez, vous êtes un technicien de support, vous avez cette demande de support, et cette demande de support, elle est représentée par cette étoile. Donc vous pouvez après utiliser un système qui va vous permettre de voir, à l'heure actuelle, toutes les demandes de support qui sont dans la queue, toutes les demandes à traiter, et qui sont similaires à celles que vous avez dans les mains en tant que technicien. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres techniciens qui sont en train
traiter des demandes qui sont exactement similaires à la vôtre. Donc là, déjà, vous savez que cette demande, elle n'est pas due à votre utilisateur, à vous, mais finalement, elle est peut-être générale dans l'entreprise ou même générale en France. Quand moi j'y suis allé, il y avait un problème de licence Microsoft, tout plein d'entreprises qui étaient affectées et des centaines et des centaines de tickets de support qui étaient toutes à peu près sur le même sujet. Donc ça permet de mettre en relation différents techniciens de support et de leur permettre de gagner du temps et pas d'aller blâmer l'utilisateur, ah ben essayer de faire ci, redémarrer l'ordinateur. Et donc ça permet à tout le monde de gagner du temps et de gagner de la perspective. L'autre possibilité, c'est d'aller chercher des tickets, donc des demandes de support qui ont déjà été traitées par le passé. Et donc là, vous avez une nouvelle demande, vous pouvez aller chercher les points qui sont au voisinage, mais dans le passé, et regarder quelles solutions ont été apportées à ces anciennes demandes, et donc ça vous inspire pour trouver la solution pour les nouvelles. Donc, vous voyez, à nouveau, le technicien, il est là, il travaille, et en fait, l'intelligence artificielle est là comme un outil qui lui permet d'augmenter sa perception finalement, que ça soit dans l'espace ou dans le temps. Donc c'est une utilisation intéressante de l'intelligence artificielle. On peut passer au slide suivant. Donc là, je vais faire une petite digression pour parler de ChatGPT, mais je reviendrai à mon nuage de points par la suite. Donc ChatGPT, vous en avez sans doute tous entendu parler, vous l'avez sans doute utilisé pour lui poser quelques questions. Et j'aimerais ici démystifier quand même l'outil de façon à ce qu'on puisse réaliser quelles sont ses limitations. Donc ChatGPT, c'est un modèle de machine learning, et comme l'a dit Gilles tout à l'heure, il faut des données pour l'entraîner. Donc comment est-ce qu'il a entraîné ce modèle de machine learning? On va aller collecter sur Internet des téraoctets et des téraoctets. Donc un téraoctet, c'est 1000 gigas de données qu'on va récupérer et aspirer depuis Internet. Et on va aller donner à manger tout ce texte à notre modèle de machine learning en masquant des mots. Donc, par exemple, on va masquer un mot ici et demander au modèle de machine learning de compléter le mot qui manque. Et donc, au fur et à mesure, il va être capable de le faire. Donc, votre cerveau, il l'a fait là. Vous avez trouvé que c'était remplir le mot qui manquait parce que vous avez déjà votre cerveau qui est entraîné à remplir des textes à trous. Donc, ChatGPT, on l'entraîne à faire ça. Et quand vous lui posez une question, eh ben, il se contente de remplir le texte à trous. Il devine le mot suivant. Et puis après, il utilise tous les mots qu'il a déjà, y compris celui qu'il a deviné. Il devine le mot d'après, etc., etc. Vous voyez, c'est pas du tout qu'il réfléchit, c'est que simplement, de manière complètement instinctive, il remplit le texte à trous. Vous lui dites, donnez-moi un outil, une couleur, il va dire marteau rouge, c'est sûr et certain, parce qu'il fonctionne de la même manière que le reste de l'espèce humaine. Mais aucune réflexion, c'est de l'instinct. Donc, des limitations à ChatGPT, on peut les voir juste sur cette phrase. La première, c'est la capacité à dire n'importe quoi. Il va aller inventer simplement parce qu'il a envie de continuer à remplir son texte et à rajouter des mots. La deuxième chose, c'est qu'il va pouvoir travailler que sur des données qui ont été trouvées sur Internet et que des données qui ont été trouvées avant une certaine date. Donc là, c'était septembre 2021 quand j'ai fait ce slide, qui commence à dater un petit peu, il a déjà quelques mois. Hier, on a eu une annonce. Maintenant, il y a un nouveau modèle d'OpenAI qui est sorti, qui, lui, va jusqu'en avril 2023. Donc, vous voyez, les choses avancent au cours du temps et on a de moins en moins de retard par rapport aux données qu'on trouve sur Internet. Mais quand même, il y a cette limitation. Les données privées et les données plus récentes, ChatGPT ne les connaît pas. Et donc, il va inventer quelque chose et il va halluciner. C'est la façon dont on décrit le problème. Donc, si on va sur le slide suivant, donc là, j'ai fait un petit test en fait pour vous montrer comment on peut contourner ce problème. Donc là, j'ai pris ChatGPT et j'ai mis mon CV. Donc j'ai extrait le texte du CV, je l'ai collé là, vous voyez que la fin. Et j'ai mis à la fin une petite instruction qui dit maintenant, tu vas utiliser juste le contexte que je viens de te donner pour me répondre. Tu n'as pas le droit d'utiliser le reste de tes connaissances. Donc il me répond qu'il a bien compris. Et maintenant, je vais pouvoir chatter avec mon CV. Donc on passe au slide suivant. Et donc voilà, c'est juste une petite démo. Vous pouvez essayer aussi chez vous avec votre propre CV ou n'importe quel texte, ça va marcher aussi. Et donc là, je commence à poser des questions. Quand est-ce que j'ai travaillé au CERN? Il me répond de manière correcte. Et je peux juger aussi de ma pertinence dans certains corps de métier ou un autre. Donc là, j'ai demandé si je pourrais faire un bon senior data scientist et il me dit qu'effectivement, du fait de telle et telle expérience, je pourrais faire un bon senior data scientist. Je pourrais poser d'autres questions. Est-ce que je pourrais faire un bon boulanger? Il me dirait sans doute, je ne vois pas dans le CV quoi que ce soit qui puisse dire que Colin est un bon boulanger, donc peut-être qu'il n'est pas pertinent pour ce poste. Et vous voyez,
tout de suite quelles peuvent être les utilisations de ChatGPT dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine des RH, par exemple, hein, dans du pré-tri de CV. Typiquement, des choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention. Il peut y avoir des biais, par exemple, entre les sexes, qui sont encodés dans ChatGPT, qui vont vous faire que vous allez peut-être favoriser pour un poste d'ingénieur principalement des hommes. Et ça, vous avez peu de contrôle là-dessus. Il faut contrôler tout ça. Donc, il faut quand même être un expert et pas utiliser ce genre de choses à l'aveugle si on veut éviter les impacts négatifs sur la société. Vous pouvez aller au slide suivant. Tu peux bouger, Thomas. Ouais, merci. Donc, comment on fait pour travailler maintenant sur des données d'entreprise avec un système similaire à ChatGPT? On va utiliser un grand modèle de langage tel que celui qui est utilisé dans ChatGPT. Et on ne va pas pouvoir aller mettre tous les documents de l'entreprise. On ne peut pas lui coller tout ça à la main, hein, vous imaginez bien. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même système d'encodage sémantique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez maintenant imaginer que tous ces petits points, c'est des petits fragments de texte dans tous les documents d'une entreprise. C'est-à-dire, vous avez un document, ça peut être toute une série de points comme ça qui représentent le contenu texte du document suivant leur sens. Maintenant, vous posez une question à ChatGPT. La question, c'est l'étoile jaune que vous voyez là. Et là, on va aller chercher au voisinage de cette question les fragments de texte qui correspondent, qui pourraient contenir la réponse à votre question. Vous récupérez ces fragments de texte, vous les donnez au modèle de langage large, et ensuite, il va vous répondre sur la base de ces fragments de texte, c'est-à-dire que vous commencez à parler avec les documents de l'entreprise. Donc ça, c'est le genre de choses qui commencent à être déployées dans de plus en plus d'entreprises actuellement. Donc là, on a vraiment un assistant d'entreprise. Et je pense que l'IA dans l'entreprise demain, ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une citation de mon associé, c'est que chaque entreprise aura bientôt son assistant intelligent. Ça veut dire quoi, cet assistant intelligent? Moi, je ne le vois pas comme un remplaçant des gens qui travaillent dans l'entreprise. Je pense que l'humain, il a besoin d'être là parce qu'il est créatif, il résout des problèmes, mais il doit se concentrer sur du travail à haute valeur ajoutée, du travail créatif, du travail d'humain. Et dans ce travail, l'humain, il est ralenti par un certain nombre de choses. Par exemple, si vous êtes nouveau dans une entreprise, vous devez trouver l'information elle a été stockée par je ne sais qui a quitté l'entreprise à un certain endroit, vous avez passé un certain temps à chercher l'information. Et en fait, ce temps de recherche d'information, ça peut être 40% du temps perdu, du temps passé dans une entreprise, hein, juste ça. Donc cet assistant, en fait, il faut le voir un petit peu comme quelque part un employé qui ne quitterait jamais l'entreprise. Il serait là, il accumule la connaissance au cours du temps, il aide les nouveaux à arriver, il permet de répondre à leurs questions et il les aide à finalement rentrer dans leur poste. Donc ça, c'est une utilisation d'un assistant intelligent qui travaillerait main dans la main avec l'humain. Comment on peut mettre en place ce genre de choses ou des systèmes de vision comme on a vu dans le cas d'ADTP? Il y a maintenant un nouveau dispositif de BPI France qui s'appelle l'IA Booster, qui fait partie du dispositif France 2030. Et l'IA Booster, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises. Donc, il y a 4 phases. Une phase de sensibilisation et d'acculturation dont je ne parlerai pas. Le diagnostic data IA qui maintenant est subventionné à 80% à hauteur de 13 000 euros. Ça veut dire qu'il reste plus que 2 600 euros hors taxe de reste à charge pour les entreprises. Et ça permet vraiment de défricher, de voir les opportunités et d'identifier les projets à haute valeur ajoutée. Il y a la phase 3 qui a été rajoutée, donc ça date d'il y a moins d'un mois. Hein. La phase 3, c'est le choix de l'approche IA qui permet de se dire, bah, tiens, on va partir vraiment sur ce projet, quelle approche on utilise? À nouveau, 13 000 euros subventionnés à 80%. Et enfin, la phase 4, qui est l'expérimentation de la solution IA, dans laquelle on va pouvoir faire une preuve de concept. Cette preuve de concept, elle peut aller jusqu'à 60 000 euros hors taxe et être subventionnée à 50%. Donc, vous voyez, il y a vraiment une incitation forte pour les PME et les ETI à commencer à intégrer l'IA avec l'aide de PPI et sur des projets qui en valent la peine. On peut passer, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Donc, on va maintenant avoir une phase d'échange et de questions. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat. Étant donné le nombre qu'on est, vous pouvez également réactiver vos micros pour poser les questions de vive voix en vous présentant rapidement. Non.
serait quand même bien la première fois qu'il n'y aurait pas de questions sur l'intelligence artificielle, non? Moi, Oui, je vais quand même bonjour. rajouter un petit mot, Gilles Chaumontet, je voulais rajouter un petit mot par rapport à ce que Colin a dit sur la prise de photos. Quand il parlait de 3 photos, il faut bien dire que ça dépend quand même de l'objet. La complexité de l'objet va peut-être nous obliger à prendre plus que 3 photos. Ça peut être 15 ou 20 en fonction de son orientation, s'il faut le prendre dans un sens, dans l'autre, sur la tranche, etc., etc. Voilà, mais ça, quand même, ça réduit beaucoup par rapport à ce qu'on faisait à la main avant. Mais 3, c'était peut-être des fois un peu optimiste. Mais voilà, c'est tout. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Donc, Guillaume Corqueba. Donc, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Open Talent. Et on fait des logiciels de gestion exclusivement pour le milieu culturel. Donc, c'est un ERP, on a une gamme. On a un outil qui est pour on va dire, tout ce qui est associatif, orchestre, chorale, compagnie de théâtre, compagnie de danse. On a un logiciel professionnel pour les établissements d'enseignement artistique, conservatoires. Et puis, on a un logiciel qui nous permet de créer des réseaux culturels et on gère le plus gros réseau culturel de France, qui est la CMF. Donc, on se trouve sur Cluse, on est 10 personnes et on est confronté à une problématique qui est comment accompagner nos utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser facilement nos logiciels. Alors, on travaille beaucoup sur l'ergonomie, mais on se rend compte que ça ne suffit pas parce que il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas lire la FAQ, qui vont pas. Et donc là, je commence à m'intéresser à l'IA pour voir quelles solutions on pourrait amener pour faire en sorte, pour faciliter l'usage de nos outils, parce que de toute façon, on ne pourra pas changer malheureusement le comportement de nos utilisateurs. Hein. Quand on s'adresse à un dirigeant d'une école de musique associative, qui est bénévole, il n'a pas le temps, il faut qu'il utilise notre logiciel, il y a des fonctionnalités qui peuvent être complexes, mais il n'a pas le temps de s'y intéresser. Et donc, du coup, je me dis, c'est soit on évolue, soit, j'allais dire, on va laisser de côté un certain nombre de personnes, et je pense que l'IA peut être une solution pour ça. Alors, je voulais savoir si, peut-être pour Synapse, si vous avez déjà accompagné des entreprises de notre qui font notre métier. Hein. Donc, moi, aujourd'hui, je me pose des questions sur l'intégration de l'IA déjà par rapport à ça. Hein. Donc, comment on peut aider nos utilisateurs hein, alors, on a du support. Hein. On a beaucoup de support. On se rend compte que les gens ne vont pas lire la FAQ. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me dis comment on peut intégrer ça pour que quand ils sont en train d'utiliser le logiciel, qu'on puisse leur amener les accompagner dans ce qu'ils font. Alors, je sais Oui, pas, est-ce qu'on peut avoir un diagnostic? Comment est-ce qu'on oui, peut rentrer dans un cadre? alors ça, c'est un cas d'usage qu'on retrouve très souvent, hein, qui est super intéressant. Effectivement, l'accompagnement des utilisateurs dans l'utilisation d'un système. Donc, ce que j'ai expliqué dans le chat sur des documents d'entreprise, en fait, finalement, ça peut être, dans votre cas, du chat sur les documents de votre FAQ. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place dans des entreprises. Donc il y a cette possibilité-là. Et là aussi, on est en train de mettre en place un système pour un industriel. Ça me fait un petit peu penser, on pourrait ici imaginer de l'assistance pour l'utilisation de tutoriels vidéo. C'est-à-dire que là, on est dans une usine et il y a vraiment un besoin de former les gens à assembler une certaine pièce en utilisant certains composants et d'une certaine manière. Et donc, ce qu'on propose à cet autre client, c'est de faire des tutos vidéo, c'est-à-dire la première personne qui veut expliquer comment on fait la pièce, en fait, fait une sorte de tuto vidéo qui est enregistré. Et ensuite, on va utiliser un modèle de langage large similaire à celui qui est utilisé dans le chat GPT pour faire de la navigation dans la vidéo. Donc, vous pouvez parler à votre vidéo et dire remontre-moi comment on fixe le joint entre telle pièce et telle pièce. Et là, vous allez directement être mis à l'endroit de la vidéo qui correspond à ce que vous voulez voir et vous le regardez. Parce que quand on a une vidéo, en fait, la vidéo, il y a du texte dans le commentaire vidéo, la personne parle. Alors là, je vais vous expliquer comment on fait pour fixer le joint. Et en fait, ce texte, on peut le transcrire. C'est-à-dire, on a des modules dans Synapse qui font du speech to text, donc de la voix au texte. Et avec le texte, on utilise un grand modèle de langage qui nous permet de poser des questions à la vidéo et de naviguer dans la vidéo. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent aussi être intégrées à un système d'assistance à un utilisateur dans l'utilisation d'un logiciel.
Donc après, pour lancer un diagnostic, c'est quelque chose qui est très simple en fait. Il faut que nous on envoie un devis, donc il faut une entreprise qui puisse réaliser les diagnostics. Donc nous, on a 6 personnes qui sont accréditées pour ça dans Synapse. On envoie un devis. Ce devis, vous devez le mettre sur Internet, sur le site de la BPI, pour faire une demande de diagnostic. Ensuite, c'est validé en 1 semaine ou 2 semaines généralement. Et puis ensuite, le diagnostic peut démarrer. Ok. Et est-ce qu'il peut y avoir déjà la première étape que je voyais qui est sensibilisation pour échanger, pour vous montrer? Parce qu'en fait, il y a, alors par rapport à ce que vous disiez, il y a une chose, c'est que nos utilisateurs, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le milieu culturel, hein, mais ils ne font pas l'effort d'aller voir les FAQ. Eh C'est oui, impressionnant, il y en a beaucoup, c'est le réflexe. Alors moi j'ai refusé de mettre en place une ligne téléphonique parce que sinon on ne fait plus de formation et puis bah oui. on est constamment pendu au téléphone. Et donc du coup, on a une porte d'entrée qui est relativement respectée, qui est le support. Donc voilà, donc en fait il y a plusieurs, est-ce que dans l'usage du logiciel, sans qu'ils aient à aller voir dans la FAQ, on peut leur ramener comment, on peut les inciter à faire certaines actions? C'est la question que je me pose, hein, c'est-à-dire Oui, que oui. vraiment anticiper leurs besoins. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent là-dessus? Après, il y a effectivement l'analyse des supports qui arrivent pour pouvoir le renvoyer directement vers des liens ou des choses comme ça. Oui. Donc voilà, est-ce que vous déplacez? Est-ce qu'il y aurait un premier échange qu'on pourrait avoir de manière à bien vous décrire globalement qui on est, ce que l'on fait, avant Bien d'aller sûr. vers un diagnostic? En fait, c'est comme ça qu'on propose généralement, Ok, qu'on fonctionne généralement. Donc, on se fait une petite réunion visio avec vous, avec nous. On discute et on voit ce qui serait possible et si un diagnostic serait pertinent. Mais là, j'ai aucun doute, hein, je vois tout à fait les solutions techniques qui pourraient être utilisées. Et d'ailleurs, pour faire des réponses automatiques à l'utilisateur aussi sur la base de la FAQ ou d'autres informations, d'accord. dans un chatbot par exemple. Bien sûr. Merci Bon, après, beaucoup. ce qu'il faut, c'est que ça reste cohérent avec notre taille d'entreprise, hein. On est une petite entreprise et on travaille dans un milieu qui est particulier, qui est le milieu culturel, où les budgets sont pas du tout les budgets qu'on retrouve dans les entreprises. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en rediscuter. Vous me Oui, bien contactez, sûr. Guillaume, et puis Ouais. on voit tout ça. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu mettre mon nom parce que j'ai été connecté tout de suite. Mais donc, je suis Guillaume Corqueba. Et donc, Open Talent, on se trouve sur Cluse. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok, je ne sais pas si Thomas, tu voudrais rajouter quelque chose? Moi, j'ai une petite question rapide pour Colin. Euh, Tu nous as dit que ChatGPT, il apprenait juste à continuer la phrase. Du coup, comment il sait quand il s'arrête? Parce qu'il prédit, en fait, on appelle ça un mot d'arrêt qui n'est pas affiché, mais il va prédire les mots et il va aussi prédire le mot d'arrêt. Et Hmm, quand le mot d'arrêt est prédit, pof, il arrête. D'accord. ok. Après, j'ai un petit peu simplifié, hein. Il n'y a pas que. J'ai expliqué l'entraînement du modèle de langage large, mais il y a aussi une chose qu'on appelle du reinforcement learning qui est rajouté dans l'entraînement de ChatGPT qui lui permet aussi de choisir la bonne façon de répondre à chaque question en fonction du type de la question. Donc, c'est pas. Oui, oui, Voilà, c'est un peu plus compliqué quand même que ce que j'ai expliqué là en peu de temps. ça marche. En, Merci. en tout cas, c'est une sacrée révolution. Bon, moi, je viens de l'industrie, hein, et je pense que là, ce qui nous arrive, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avant. Je pense qu'en termes d'emploi, alors je suis assez partagé. Oui, ça va créer de l'emploi, mais je pense que l'envers du décor, il n'est pas aussi beau que ça, quoi. Oui. Mais pour vous dire, bon, j'ai fait une formation il y a 10 jours justement sur l'intégration au niveau marketing communication. C'est absolument assez incroyable. Et j'ai même testé avec mon épouse qui est orthophoniste pour lui demander ce qu'il ferait comme plan de rééducation pour un certain de pathologie très particulière en surdité. Je peux vous assurer qu'elle a été bluffée, hein. Oui. Mais bluffée, ouais, c'est
Donc, ouais, je pense qu'on on commence à vivre une sacrée révolution. On a surtout, j'ai l'impression que il y a aussi, c'est dans la combinaison de tous ces systèmes de machine learning qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe pour favoriser l'emploi. Donc moi aussi, je suis partagé. J'espère que la société réagira de la bonne façon par rapport à tout ça, en évitant peut-être uniquement la patte du gain. J'espère que les gens pourront s'adapter collectivement. J'aimerais quand même donner un exemple un petit peu similaire à celui dont vous parliez, Guillaume. Nous, on travaille avec un aveugle pour essayer de voir dans quelle mesure ces systèmes d'intelligence artificielle pourraient permettre aux gens malvoyants de pouvoir travailler plus facilement. Donc ça, c'est une personne qui est physicien, Michael. Il travaille à l'IP2I à Lyon, physicien des nucléaires, pour le coup. Et donc, il a perdu la vue. Et maintenant, vous voyez, il ne peut plus lire des articles scientifiques, par exemple, des documents complexes. On discutait de cas d'usage qui sont ceux de n'importe quelle personne malvoyante. Il me disait, je suis devant un interphone, je sens les boutons, mais je clique sur quel bouton sur lequel j'appuie, je ne peux pas lire le texte. Et il nous disait, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose qui voit mon doigt et qui lit ce qu'il y a devant mon doigt. Juste ça serait super. Et là, Gilles et Sully, vous pouvez imaginer ce modèle qui permet de voir la main, qu'on utilise aussi dans Synapse. C'est un modèle de machine learning qui permet de reconstruire en temps réel la position de la main et de chaque doigt. Et donc, on s'est dit avec Quentin, on parlait avec Michael, on s'est dit, mais ça, on l'a. On a le truc qui permet de lire du texte depuis n'importe quelle image, et on peut mettre ça en place pour quelqu'un qui est aveugle. On lui a fait une démo aussi à Michael où on lui a dit, regarde, là, tu vois, on a pris une photo d'un menu de pizzeria. Donc, tac, on prend la photo et on lui dit, vas-y, demande ce que tu as devant les yeux. Donc, Michael, il parle. Alors, c'est quoi ce document? Et là, on utilise un premier modèle de machine learning qui fait la traduction voix-texte. Ensuite, le texte qu'on a extrait de la photo, il est utilisé par le modèle LLM pour pouvoir répondre à la question de Michael qui lui dit, ça, c'est un menu de la pizzeria, machin truc. Alors, Michael pose une question, est-ce qu'il y a des solutions pour les végétariens sur ce menu? Alors, donc, il parle, le truc analyse le texte du menu et il dit, oui, il y a la pizzeria vegetariana avec des aubergines grillées et des poivrons à 12,50 €. Et le retour se fait aussi vocalement, c'est-à-dire on passe du texte à la voix de façon à ce que la personne aveugle puisse entendre. Et en fait, on peut comme ça coupler plein de modules. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait dans Synapse, on couple des modules IA ensemble pour pouvoir répondre à des vrais cas d'usage. Par rapport à l'impact dont vous parliez sur sur notre vie et l'adaptation, c'est vrai qu'il y a c'est nos politiques qui doivent se poser là-dessus. Et il y a un très bon livre, je ne sais pas si vous avez lu, qui s'appelle 21 solutions pour le 21e siècle, de Yuval Noah Harari. Et il pose très très bien la problématique en sachant que on ne peut pas arrêter le progrès parce que, mine de rien, il y a quand même énormément de business à se faire. Et que la solution, c'est que les politiques, il faut qu'ils appréhendent ce progrès et qu'on adapte nos sociétés par rapport à ce qu'on va vivre. Ok. Je vais devoir interrompre vos échanges, mais c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter au moins 1 heure. Au moins. Il y a Claire juste dans le chat qui précisait que par rapport à l'exemple de la main, elle pensait à l'entreprise suisse Force Dimension à Lyon qui a développé des solutions très pointues sur la question. Elle dit au cas où ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, je souhaitais remercier tous les intervenants, Colin, Gilles, Thomas et Sandra, et puis aussi pour la préparation Sully, Nadine, Maude. Merci beaucoup à tous les participants d'être ici. Et puis, je vous enverrai le lien pour le replay et puis le support de présentation dans les prochains jours. Voilà. Okay. Merci beaucoup à tous et puis passez une bonne journée. Bonne journée. Merci également. Merci, et puis bonne journée. Merci également. Au revoir à tous. Au revoir.